Moumia Abou Jamal, journaliste de radio, se trouve entre les feux de policiers et d'autres personnes. Un policier blanc est tué, Moumia Abou Jamal est grièvement blessé, et ensuite l'histoire s'enchaîne à un rythme absolument incroyable et infernal, puisque Moumia, grièvement blessé, ne pourra pas témoigner malgré les pressions exercées par la police de Philadelphie. Ça se déroule à Philadelphie, en Pennsylvanie, donc aux États-Unis. Et Moumia restera 6 mois pratiquement entre la vie et la mort. Et au terme d'un rétablissement, d'un début de rétablissement, il se trouve ensuite confronté à l'affreuse histoire judiciaire dont il sortira quelques semaines après avec une condamnation à mort. Les autorités de police ont effectivement cherché à lui faire reconnaître, à l'accuser donc du crime du policier blanc qui avait été tué. Mais le corps médical avait joué son rôle, c'est-à-dire un rôle d'abord de s'occuper du malade, de l'homme grièvement blessé, pour qu'il se rétablisse le plus vite possible, d'abord qu'on lui sauve la vie. Il avait en particulier perdu une quantité de sang absolument énorme. Donc il a mis 6 à 7 mois avant de se retaper. Et là, selon à ce moment-là, selon les volontés selon les, je veux dire pas la volonté, mais la décision du corps médical, il pouvait être enfin interrogé, mais il n'a pas été interrogé très longtemps puisqu'il s'est retrouvé en justice, accusé du crime d'un policier et condamné en quelques jours donc pour le crime dont il était accusé. Il n'a jamais pu se défendre. Moumia s'est vu quand même, il avait d'abord voulu assurer lui-même sa défense, ce qui a été rejeté par le juge. Donc il a eu un avocat commis d'office qui n'a eu que quelques jours pour regarder quel était ce dossier, donc a été dans l'incapacité de le défendre efficacement, d'autant plus que, je fais tout de suite une petite parenthèse, nous sommes sur le territoire américain, il n'y a pas de juge d'instruction, donc il n'y a jamais eu d'instruction sur cette affaire, il est juste, Moumia se trouve au tribunal, en état très faible physiquement, où il a à répondre de l'accusation d'un crime, et l'avocat qui est à ses côtés est dans l'incapacité de pouvoir le défendre, dans la mesure où il n'a eu que le dossier 3-4 jours avant la première audience. Moumia est à l'époque un journaliste de radio, quelqu'un de très connu depuis son adolescence, puisque dans les faits marquants de sa vie avant qu'il ne poursuive ses études et qu'il ne devienne journaliste, donc c'est un journaliste professionnel, Moumia, à l'âge de 16 ans, il est le porte-parole des Black Panthers à Philadelphie. Il est ce qu'on appelait dans la hiérarchie, si je puis dire, de responsabilité chez les Black Panthers. Il est ministre de l'Information, c'est l'appellation officielle. Il est donc porte-parole des Black Panthers à Philadelphie. Il est déjà très engagé donc dans les causes qui visent en fait à éradiquer, et en tout cas c'est son écriture, sa parole ensuite qui a été tout son parcours, si je puis dire, de se servir de sa voix et de son écriture pour effectivement s'attaquer à toutes les discriminations dont sont l'objet d'une manière générale la population qui l'environne, c'est-à-dire qu'il est à Philadelphie. À Philadelphie, il y a une particularité particulière, c'est que cette ville est la ville avec l'agglomération de Philadelphie, la ville où le pourcentage de blacks, de noirs américains, est la plus importante des États-Unis, puisqu'elle représente, à cette époque, 40% de la population de Philadelphie et de la banlieue. Alors que dans l'ensemble de la population américaine, les blacks représentent à peu près 12%, 11 à 12% de la population américaine. Donc Moumia, évidemment, est à défaut. Moumia n'est pas un communautariste, je le précise tout de suite. Moumia est un homme qui a mis son métier, comme il était militant en étant jeune, il a mis son métier au service de l'éradication, en quelque sorte, des discriminations de toutes sortes, qu'elles soient économiques et sociales, qu'elles soient raciales, qu'elles soient politiques. Enfin, je veux dire, Moumia est engagé sur le fond de cette affaire. Chez Moumia, il n'y a ni de hiérarchie dans les discriminations, ni de préférence, pour ce qui concerne, puisqu'il était issu de la communauté noire. Non, il n'est pas en reportage parce que Moumia, ce métier difficile qu'il exerçait tout simplement parce qu'il avait décidé de le consacrer précisément à ce combat contre toutes les formes de discrimination, Moumia avait quelques difficultés à trouver un emploi,
on dirait ici permanent, et à temps plein, qui lui permettait de vivre économiquement. Donc Moumias, il faisait de la radio, c'est son métier de base, un professionnel journaliste de radio, et dans le même temps, pour que sa famille, ses enfants, parce qu'il était marié, il avait des enfants, et plus généralement sa famille, où il leur venait en aide économiquement, avait décidé de consacrer, par obligation, là, comme je viens de le dire, d'avoir un autre emploi qui était un emploi de taxi, de chauffeur de taxi, dans une société de taxi à Philadelphie. Et le 9 décembre 1981, il se trouve en fin de nuit, dans le centre de Philadelphie. Il aperçoit, il venait de déposer un client, il aperçoit à l'autre angle du carrefour quelqu'un qui hésite, il regarde s'il passe, il voit des policiers, il voit une voiture de police, il voit une personne qui lève les bras et qui faisait vraisemblablement l'objet, selon lui à l'époque, selon ce qu'il a rapporté, toujours fidèlement. Il dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête. Le client, donc, il laisse son client qu'il met de déposer auprès du trottoir et il s'approche, il ferme son taxi, il s'approche de apparemment ce qui lui apparaissait comme un contrôle d'identité et une fouille. Il s'approche et il s'aperçoit que c'était son frère qui était là, son jeune frère. Donc, et au moment où il arrive à hauteur pratiquement des policiers qui faisaient cette interpellation et de son jeune frère, une fusillade éclate et de cette fusillade, dans cette fusillade, un policier blanc est tué et Moumias Abou Jabal est grièvement blessé. Et ensuite, l'opération s'enchaîne, la police beaucoup de policiers arrivent, aucune précaution n'est prise pour, si je puis dire, faire en sorte que les circonstances du crime puissent ultérieurement, en tout cas, qu'il y ait des choses de constatées, etc. L'affaire se déroule très vite, Moumias est mis dans un fourgon, il est emmené au commissariat le plus proche, derrière on fait un peu le ménage du trottoir, on ramasse le policier, enfin, tout ça se passe en très peu de temps. Donc il y a relativement peu de preuves factuelles, je veux dire, sur les conditions dans lesquelles s'est produit ce crime. Et Moumias, arrive au commissariat. La police voit que dans l'état où il est complètement ensanglanté, il a perdu une quantité de sang déjà très importante. Ils prennent peur sans doute et ils l'emmènent à l'hôpital, en fait, les policiers. Et à l'hôpital, là, ensuite, le corps médical le prend en charge en jouant des coudes et des épaules pour qu'effectivement Moumias ne fasse pas l'objet tout de suite de volontaire. En tout cas, il était dans le coma là déjà. Il n'était pas en capacité de répondre. Mais quelques jours après, les policiers se représentaient. Pour tenter de ce qu'on a appelé ensuite construire une accusation à charge, en fait. Voilà, la circonstance du 9 décembre 1981. Je l'ai rencontré 6 ou 7 fois dans les couloirs de la mort. Je l'ai rencontré la première fois en 2001. Ensuite, donc, j'ai rencontré 6 ou 7 fois, avec des délégations à chaque fois différentes, des délégations françaises que je conduisais. Donc j'ai appris à connaître Moumias dans le couloir de la mort, puisque je rappelle qu'il a été grièvement blessé en 1981, comme on vient de le dire, condamné à mort en 1982, et ensuite de 1982 à 2011, presque 2012, Moumias a passé 30 ans dans le couloir de la mort. Donc je n'étais pas le premier à aller le rencontrer. Les collectifs de soutien se sont organisés à Philadelphie, des comités de défense. Il a enfin été doté d'avocats qui lui permettaient de tenter d'obtenir un nouveau procès. C'est ce qui s'est passé pendant très nombreuses années. Et en 1995, donc 13 ans après sa condamnation à mort, Moumias a été confronté à ce qu'on appelle aux États-Unis une première ordonnance d'exécution. C'est-à-dire que le gouverneur de l'État avait donné le feu vert à son exécution. Et en 1995, donc à la même date, si je puis dire, l'affaire Moumias est sortie plus encore des États-Unis. Et en France, a recueilli un écho particulier, grâce notamment à Georges Marchais et au Parti communiste français et au journal L'Humanité, qui était l'organe à l'époque officiel du Parti communiste. Et il y a une manifestation qui a été organisée à Paris, de protestation, pour tenter d'obtenir qu'il ne soit pas exécuté. Et là, le Parti communiste, avec une vingtaine d'organisations françaises, avait appelé une manif. Ça reste d'ailleurs la plus importante manifestation qu'il y a eu à Paris en faveur de Moumias Abou Jabal, puisque 10 000 personnes s'étaient retrouvées dans les rues de Paris pour s'opposer à cette exécution et faire connaître le cas de ce journaliste noir américain. J'ai participé à cette manifestation et quelques années après, très peu d'années, puisqu'en 1999, 4 ans après la première ordonnance d'exécution, il y a eu une deuxième ordonnance d'exécution, donc une deuxième tentative
d'exécuter Moumia Abou Jamal. Et là, à nouveau, mais à cette fois-ci avec de l'ampleur bien plus importante dans le monde et en France en particulier, puisqu'entre-temps en France, un collectif avait été créé, et là, il rassemblait bien plus d'organisations que celles qui avaient appelé à la manif de 95. Donc, la vie du collectif français de soutien à Moumia Abou Jamal a démarré en 1995 et n'a fait que grandir au point qu'aujourd'hui, ce collectif français rassemble une centaine d'organisations et 25 municipalités qui ont fait de Moumia leur citoyen d'honneur ou qui ont baptisé une rue à son nom. J'étais un militant syndical et politique, mais j'ai surtout eu beaucoup de responsabilités syndicales. Dans ma profession en particulier. J'étais employé de banque, hein. J'ai fini modestement petit cadre de banque, et dans la même banque, puisque j'y ai passé 43 ans, donc j'ai fait une carrière longue dans une seule entreprise. Je me suis engagé tout à fait naturellement sur cette cause, parce qu'à la fois j'étais passionné sur des questions internationales, engagé sur toutes les questions qui touchent aux discriminations, hein, dans le syndicalisme en particulier, et donc tout normalement ça m'a conduit à être présent à la manif en 95 pour m'opposer à l'exécution de Moumia Abou Jamal. Et ensuite, je me suis rendu pour la première fois donc en 1999 aux États-Unis. C'est la première fois que je mettais les pieds aux États-Unis, avec une importante délégation française, vraiment très pluraliste, où on participait à une grande manifestation à Philadelphie pour s'opposer donc à cette exécution. Et pour la deuxième fois, donc, comme en 95, en 99, grâce à ce bouillonnement de mobilisation qui avait considérablement monté au fil des années, le cas Moumia était mieux connu. Moumia était devenu entre-temps une des figures emblématiques de la lutte contre la peine de mort. Et ce combat en faveur de cet homme, des injustices, du déni de justice dont il avait été l'objet, faisait que, et selon sa volonté d'ailleurs y compris, faisait que Moumia, la figure emblématique qu'il représentait, nous conduisait normalement à prendre en compte la dimension universelle du combat contre la peine de mort. On découvre un homme impressionnant parce que déjà par le physique, hein, Moumia est un homme aux épaules larges, grand, un athlète, on rencontre un athlète. Hélas, ce qui nous sépare, c'est dans ce milieu épouvantable qu'est le couloir de la mort, on le rencontre, on est face à une vitre, Moumia est dans une cage derrière, et on se parle au travers de cette vitre qui nous sépare. Et Moumia, lui, la première impression qu'on a, c'est cet homme, je veux dire, impressionnant physiquement, et avec une voix forte, qui donne tout de suite confiance, parce qu'il y a à la fois la voix forte, et en même temps quelqu'un qui vous met très à l'aise, et on sent tout de suite que c'est un homme, c'est un érudit, c'est un homme de grande dimension intellectuelle. On parle 5 minutes avec lui, et on a compris qu'on va faire le tour du monde, et qu'on ne parlera pas seulement de son cas. Il continue son métier de journaliste, hein, malgré ses conditions carcérales. Le couloir de la mort, qui est quelque chose donc de très particulier, puisqu'il vit non seulement dans l'isolement d'une cellule permanente 23 heures sur 24, hein, mais qui plus est, lorsqu'il a des visites, il n'y a pas de contact physique. Hein, on se parle derrière une vitre, on se parle grâce à un hygiaphone, et donc bon, c'est impressionnant. L'environnement est impressionnant, il y a des gardes autour, qui surveillent. Et puis le couloir de la mort, il n'y a quand même pas beaucoup de visiteurs. Hein, c'est pas un endroit où les familles se précipitent, les amis, etc. Parce qu'hélas, tous ces condamnés à mort, bien souvent, les familles, soit pour des raisons économiques, parce que souvent les prisonniers qui sont condamnés à mort sont incarcérés dans des prisons qui sont très très loin de leur lieu de domicile, des domiciles de leur famille. En tout cas, ils ne sont pas près de leur famille. Ça coûte très cher pour se rendre donc sur place. Et en plus, bon, le couloir de la mort tient une telle place dans la conscience américaine. Les choses se sont améliorées depuis, au travers des combats d'ailleurs comme Moumia Abou Jamal et d'autres. Mais bon, à l'époque, en tout cas, quand je m'y suis rendu la première fois, bon, il n'y a pas beaucoup de familles qu'osaient avouer, je veux dire, à leurs amis, etc. Ça ne sortait pas du cercle familial restreint qu'on apprenne qu'un des siens soit effectivement dans le couloir de la mort. Hein. Donc, dans le couloir de la mort, il y a très peu de visites. Moi, à chaque fois que je suis allé dans le couloir de la mort, je n'ai vu que quelques personnes qui se rendaient dans le couloir de la mort. Et souvent, lorsqu'on rend visite à Moumia, il n'y a personne d'autre. Il y a plusieurs cages de visite. On appelle ça vraiment des cages, ça ne porte pas un autre nom. Des cages de visite où il n'y avait personne. Hein. La seule visite qu'il y avait, c'est Moumia. Évidemment, Moumia, ensuite, grâce à son aura et à l'emblématique figure qu'il représentait, bénéficiait, lui, de ce point de vue,
un statut un peu particulier, hein, pas du point de vue des conditions carcérales, mais du point de vue du nombre de visites et des contacts avec sa famille, avec les amis, avec ses soutiens, et avec des élus et des dirigeants, parfois de très haut niveau, qui venaient du monde entier pour le voir. Lui, il avait le contact avec la vie, grâce à ses visites, grâce à son écriture aussi, puisque dès qu'il a été condamné à mort, comme il ne pouvait plus tenir son micro comme vous et aller à la rencontre de la population, notamment en s'intéressant, comme je l'ai déjà dit et je le redis, d'une manière générale aux discriminations et aux libertés, Mumia, là, il n'avait plus que la possibilité de l'écriture. Donc c'est ce qu'il a commencé à faire dès en arrivant dans le couloir de la mort. Et le premier livre qu'il a écrit, c'est En direct du couloir de la mort, ce qui lui a valu, après sa condamnation à mort, la foudre de l'administration pénitentiaire, puisque ce bouquin est sorti 3-4 ans après son incarcération, et qu'il décriait les couloirs de la mort, c'est-à-dire l'épouvantable parcours des hommes et des femmes qui, effectivement, sont condamnés et vivent en moyenne, compte tenu des recours qu'il y a aux États-Unis, ça dure très longtemps, puisqu'en moyenne, avant d'être exécutés, ils passent 10 ans dans le couloir de la mort. 10 ans de mort, en fait, en quelque sorte, déjà à petit feu. Mumia nous le répétait souvent. Et d'ailleurs, à l'occasion des visites, la première chose qu'il nous demandait, c'est s'il y avait d'autres visites. Donc il s'intéressait tout de suite déjà aux autres, avant de parler de lui. Et ensuite, quand il y avait des visites, il nous demandait d'écrire la personne, qu'on pouvait nous apercevoir d'où on était, mais où on ne pouvait pas Mumia ne pouvait pas le voir. C'est-à-dire que les caches ne sont pas toutes faites de verre. Ce sont des murs avec juste, encore une fois, une vitre qui est face à vous, c'est-à-dire entre les gens qui viennent, les visiteurs et le condamné. Et donc Mumia nous demandait toujours d'écrire la personne qui a voté. C'était le seul moyen pour lui de savoir si s'il connaissait ce condamné, s'il avait l'occasion de le croiser, et s'il était encore là, enfin s'il existait encore. Puisque dans le couloir de la mort, il n'y a aucun contact entre les condamnés, il n'y a pas de cour collective, il y a 1 heure par jour, 23 heures sur 24 dans une cellule, 1 heure par jour, on sortait dans une toute petite cour qui fait quelques mètres carrés, et c'est le seul endroit d'ailleurs où les condamnés aperçoivent le ciel, c'est le seul contact qu'il y a avec la vie, si je puis dire. Et bien sûr, du point de vue du contact humain, il n'y a rien en dehors des visites. Il n'y a pas de... Dans la prison, il a fait 2 prisons, mais la prison où il est resté le plus longtemps, il n'y avait quasiment aucun contact avec les matons, ou très très peu. C'est-à-dire avec les gardiens de la prison, puisque c'était un univers carcéral extrêmement moderne. Je mets le moderne entre... En tout cas, je me souviens, Daniel Mitterrand avait dit, mais on se croirait dans un hôpital, lorsqu'elle avait rendu visite à l'époque. C'est un hôpital, tout est blanc. Du sol au plafond, tout est blanc. Tout est blanc. Donc voilà les conditions dans lesquelles a vécu 30 ans Mumia Abu Jamal, puisqu'il est resté 30 ans dans le couloir de la mort. Début décembre 2011, nous étions en visite, une délégation des 2 co-animateurs que nous sommes du collectif de soutien de Mumia Abu Jamal, c'est-à-dire Claude Guillaume Pujol, qui est une universitaire française, et qui d'ailleurs a écrit une biographie sur Mumia, une biographie en français. C'est un livre qui a été publié en France et aux États-Unis. Et avec Claude, nous étions donc avec Mumia. Ce jour-là, on ne se sentait pas, il n'était pas bien physiquement. On avait du mal, c'est l'échange de questions, c'est des débats, parce que avec Mumia, ce que j'ai vécu le plus souvent, ça allait jusqu'au fou rire, l'humour, etc. Mumia voulait vivre avec nous les moments de visite. Donc les moments de visite, c'est pas qu'un jeu de questions-réponses. C'est de lui parler de ce qui se passait en France. Rapidement, en général, c'était toujours le début de nos entretiens. Et ensuite, en général, très vite, on faisait un tour de la planète, puisque Mumia est quelqu'un de passionné sur les questions internationales. Il connaissait, ce qui est toujours étonnant pour tous ceux qui l'ont rencontré. Il était encore, malgré ses 30 ans de couloir de la mort, au bout de 30 ans, la connaissance qu'il avait effectivement du monde d'aujourd'hui. Il n'a jamais eu d'Internet. Il avait la possibilité d'accès à certaines presses, mais c'est lié aux moyens, je veux dire, du prisonnier. Donc Mumia arrivait à être abonné à un certain nombre de journaux en particulier. Il avait aussi la possibilité d'avoir la télé, aussi payante, évidemment. Et petite anecdote d'ailleurs en la matière, c'est que il avait réussi à avoir l'abonnement de France 2, la télévision publique. Et puis,
une fois l'administration de la prison a appris, peut-être pas dans la prison d'ailleurs, mais que Moumia regardait beaucoup cette télévision française, et ils ont appris que plusieurs fois ils avaient parlé de Moumia à Abou Jamal. Donc il n'a pas eu le droit au renouvellement de l'abonnement, hein, assez vite. Donc voilà, c'est une anecdote racontée par Moumia. Nous sommes début décembre 2011, en train de lui rendre visite. Moumia n'est pas en grande forme, ça se voit tout de suite. On a un peu de mal à parler avec lui, à s'ouvrir des sujets de conversation un peu suivis. Bon, on pensait qu'il n'était pas en forme, tout simplement parce qu'il avait peut-être des problèmes de santé dont il ne souhaitait pas nous parler ou dont il ne savait pas de quoi il retournait exactement. Parce que quand on passe 30 ans dans le couloir de la mort, vous imaginez que les conditions psychologiques, et ne serait-ce qu'aussi sédentaires, on ne peut plus sédentaires, conduisent à ce que, bon, on n'a pas toujours la pêche, même comme quand un homme de l'envergure de Moumia rencontre, c'est-à-dire qu'il essaie de dépasser tout ça, intellectuellement et physiquement. On sait que parfois, quand il n'était pas bien, on le savait par ses amis, sa famille, mais on ne savait pas, nous, en le rencontrant. Quand on le rencontrait, on a l'impression qu'il était comme la fois d'avant. Mais ce jour-là, vraiment, il y a quelque chose on ne sent pas bien. Bon, donc on passe 2 à 3 heures en moyenne avec lui, on le quitte. Nous rejoignons notre véhicule sur le parking de la prison. Et lui, Moumia, retourne dans sa cellule. Et lorsque nous arrivons sur le parking pour repartir, nous appelons nos amis français, parisiens, puisque c'était un jour, en plus, où il y avait un rassemblement pour Moumia, place de la Concorde à Paris, comme ça se passe depuis maintenant pratiquement 30 ans aussi, à proximité de l'ambassade des États-Unis. Et nos amis nous disent, voilà, est-ce que vous êtes au courant on a appris par une dépêche AFP que Moumia n'était plus condamné à mort. À notre grand étonnement, nous n'étions pas au courant. On n'a pas parlé de ça à Moumia, parce que Moumia ne nous en a pas parlé non plus, donc personne n'était au courant. Et effectivement, il y avait une dépêche de l'AFP qui avait appris, qui a fait le tour du monde assez vite, et qui apprenait que finalement la Cour suprême des États-Unis avait décidé que sa peine serait commuée en perpétuité, qui était liée à enfin un argument qui était pris en compte, c'était les conditions de déroulement du procès, qui avait un procès encore une fois à charge, un procès raciste, un procès inéquitable du point de vue du droit international, en tout cas un déni de justice. Et Moumia n'avait pas pu échapper à la mort dans ces conditions-là, puisqu'il n'avait jamais pu défendre son innocence. Donc nous voilà sortant de cette prison, apprenant, Moumia, lui, on l'a su évidemment assez rapidement, Moumia, lorsqu'il est rentré, qu'il est retourné dans sa cellule, a appris par une visite du directeur de la prison qu'il n'était plus condamné à mort et qu'il allait quitter cette prison pour partir vers une prison de ce qu'on appelle de moyenne sécurité aux États-Unis. C'est ce qui s'est produit quelques jours après. Il est parti, donc il a été transféré, il était rapproché, si je puis dire, de Philadelphie, donc de sa famille, de ses soutiens, etc. Nous avons été donc les derniers à le rencontrer dans le couloir de la mort. On n'a pas pris ça comme un honneur, mais on était très contents, je veux dire, puisque c'était un des premiers grands succès sur ce très très long combat, un des premiers grands succès, puisqu'on venait gagner, si je puis dire, ce que j'appelle un peu la première partie, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne soit pas exécuté. La partie était gagnée à partir de ce jour-là. La deuxième, on ne savait pas de quoi elle serait faite, mais c'est l'objet du combat d'aujourd'hui, c'est de continuer ce combat pour que Moumia soit libéré. La justice américaine, même la Cour suprême, qui l'a sorti, qui a accepté et a pris la décision qu'il sorte du couloir de la mort, a immédiatement enterré l'affaire tout de suite, en disant qu'il n'aurait pas, en empêchant effectivement, en créant toutes les conditions pour pas qu'il y ait de nouveau procès. Donc Moumia Abou Jamal est aujourd'hui, il subit une peine de prison, une prison à vie réelle, c'est-à-dire qu'il ne pourra, dans l'état actuel du droit américain, il ne pourra jamais sortir de prison. C'est-à-dire que tout recours de demande de libération conditionnelle ne sera jamais examiné. Quelle que soit la durée, ça fait 30, maintenant ça va faire 35 ans là, qu'il est, 34 ans, un petit peu plus de 34 ans en prison, 35 ans qu'il a été arrêté, et aujourd'hui, si les choses n'évoluent pas d'un point de vue judiciaire, il est condamné à mourir en prison. Donc on a gagné la première partie, et c'est une grande victoire internationale. Ça fait beaucoup de bruit dans le monde, le fait qu'il sorte du couloir de la mort, mais la partie n'est pas définitivement gagnée, puisque Moumia est toujours dans des conditions de commutation de peine à perpétuité, sans possibilité d'en sortir pour l'instant. Alors Moumia, donc, comme je le disais, est dans une prison qui l'a un peu rapproché de sa famille et de ses soutiens, donc qui facilite un petit peu les visites. Il se trouve dans une ville qui s'appelle, une prison qui s'appelle dans une petite ville de Frackville,
C'est comme d'ailleurs toutes les prisons qu'a fréquenté Mumia, mais c'est courant ce que je veux dire aux États-Unis. C'est qu'en général, les prisons sont dans des petites villes, qui sont des villes qui vivent avec perfusion économique de la prison, hein, et c'est les seules villes qui ont connu un certain développement, en gros depuis l'ère industrielle, hein, aux États-Unis, parce que c'était souvent des petites villes industrielles où il n'y a plus d'industrie du tout, donc aujourd'hui, depuis très longtemps, et elles ont été revigotées économiquement, un peu, si je puis dire. En gros, on n'a pas embauché toute la ville, mais une grande partie de la ville, on a offert des emplois dans les prisons qui avaient été construites, et donc c'est dans ce style d'agglomération, si je puis dire, en tout cas de petites villes, où les prisons sont situées et où se trouve Mumia aujourd'hui. C'était d'ailleurs la même situation un peu de là où il était, mais là où il se trouve, il est dans ce qu'on appelle une prison de moyenne sécurité. C'est-à-dire que c'est une très très grosse prison, hein. Il y a plusieurs milliers de prisonniers, il n'y a pas de condamné à mort, il n'y a pas de couloir de la mort dans la prison où il est, et Mumia est donc là depuis 4 ans maintenant, dans cette prison. Il a eu beaucoup de mal au départ lorsqu'il a été transféré du couloir de la mort à cette prison, puisque pratiquement pendant 6 ou 7 mois, il s'est trouvé encore en cellule, isolé. Il se demandait ce qui lui arrivait, il a l'impression que sa vie n'avait pas changé, quoi. Alors qu'en droit, il était sorti du couloir de la mort, il avait l'impression que ça continuait comme avant. En tout cas, au moins ses conditions carcérales. Et ensuite, bon, je vais faire très bref, mais il a retrouvé une vie, si je puis dire, de vie entre guillemets normale de prisonnier. D'abord le contact social, sortir dans une cour de visite de rencontres collectives avec d'autres prisonniers. Et Mumia assez rapidement été la vedette de la prison, si je puis dire. Hein, il était en quelque sorte le grand frère, le père, le militant. Enfin, il était d'ailleurs à tel point que l'administration de la prison, souvent, Mumia nous rapportait ce type d'anecdote. C'est qu'il y avait les appels dans la prison pour dire de le laisser un peu tranquille dans la cour, respirer, hein, parce c'était l'agglutinement lorsqu'il sortait, lorsqu'il sortait dans la cour. Tout le monde voulait le rencontrer pour discuter avec lui, quoi. C'était quelqu'un qui avait une place particulière, si je puis dire, dans cet univers carcéral. C'était vrai aussi avant, mais avant, il était tout seul et il pouvait fréquenter personne. Tandis que là, il s'est mis à fréquenter des centaines et des milliers de prisonniers à la prison, là. Il va pas bien du tout. Parce que, hélas, on a appris donc il y a 1 an et demi, il a fallu mener aussi une très grande bataille là-dessus. Des soutiens aux États-Unis, des soutiens dans le monde, et des soutiens bien sûr français. Il a fallu mener une bataille parce que Mumia a commencé à avoir des signes de maladie. Il était gagné très vite par de l'eczéma sur l'ensemble du corps, avec une situation absolument insupportable physiquement, de démangeaison, etc. Ça a commencé, si je puis dire, comme ça, et ça s'est empiré, à tel point c'est que Mumia a fait un coma, on a découvert après, coma diabétique, hein, coma diabétique, à telle enseigne que c'est la première fois de sa vie qu'il a quitté la prison, en dehors du transfert du couloir de la mort à la prison où il se trouve, puisqu'on l'a mis dans un fourgon, on l'a emmené dans une unité médicale la plus proche de la prison pour qu'effectivement tenter de savoir de quoi il retournait. Alors là, on s'est trouvé dans une situation invraisemblable qui est la suivante. Pour voir la maltraitance, donc Mumia continue d'être l'objet de ce point de vue, mais il avait fait ce coma diabétique, transporté donc dans l'unité dont je viens de parler, et là, immédiatement, l'unité médicale, pratiquement la prison sous surveillance policière, et en tout cas, aucune possibilité d'accès et d'accès aux informations et d'accès à visite de Mumia, qu'il s'agisse de son avocat, de sa femme, ou de ses soutiens, ou de sa famille, les gens les plus proches. Mais son avocat au premier chef, pas plus que sa femme, n'ont pu le rencontrer. Donc il y a eu une mobilisation très forte aux États-Unis, à laquelle nous avons contribué ici par tous les moyens modernes de communication auprès des autorités pénitentiaires de Pennsylvanie et auprès des autorités de Pennsylvanie politiques, pour qu'il y ait des conditions normales, que la défense et sa famille puissent avoir accès à son dossier et savoir dans quelle situation il se trouvait. Donc, les choses se sont régularisées quelques semaines après. Il est resté quelques semaines donc, dans cette unité. Il a été ramené dès que ça allait un petit peu mieux. Ça, c'est les médecins qui ont dit qu'il allait un peu mieux. Mais toute information était corsetée par l'administration pénitentiaire. Donc, impossibilité d'avoir des rapports directs avec le corps médical. Donc, Mumia a été retransféré. Il est revenu à la prison. Et là, on s'est trouvé qu'une délégation française dont j'étais, on s'est retrouvé là-bas pour aller aux nouvelles, si je puis dire, parce qu'on n'était même pas sûr. On avait un droit de visite officiel, donc ça, c'était pas contesté. Et lorsque nous sommes arrivés à la prison, les matons de l'accueil nous ont dit, bah, écoutez, on n'a pas le droit de vous dire où il est. Alors bon, une discussion s'est engagée pour savoir
alors qu'on venait de France, etc., et qu'on avait un droit de visite. En tout cas, enfin bon, une discussion s'est engagée avec l'administration pénitentiaire, mais on n'a pas pu le rencontrer. Donc on a consacré les 3-4 jours qu'on restait là-bas aux États-Unis, nous étions venus que pour rencontrer Mumia Abu Jamal et ses soutiens. On a passé notre temps à effectivement faire le tour des hôpitaux et des unités médicales de la région. Je peux vous dire qu'on a fait beaucoup de kilomètres pour tenter de trouver trace de Mumia. Et il y a un hôpital où on a fini par savoir qu'il était vraisemblablement une très grosse unité médicale, un hôpital privé, mais dans une ville très riche d'ailleurs, une ville très riche, et avec un hôpital qui était qui était de même niveau, si je puis dire, que la population. Et là, pareil, dès qu'on a demandé, on est arrivé à l'accueil, on a fait le tour un peu de l'hôpital, comme si on était des visiteurs, quoi. On nous a rien demandé, d'ailleurs. Et on a fini par nous dire qu'il était venu dans cet hôpital, mais qu'il n'y était plus, et qu'en tout cas, il n'avait pas le droit de communiquer il n'avait pas le droit de communiquer avec nous. Donc, nous sommes retournés à la prison, hein. Et en retournant à la prison, là, si je puis dire, on a été pratiquement agressé par l'accueil de l'administration, hein, qui nous a demandé ce qu'on faisait là, pourquoi on était revenu, qu'on savait qu'on n'aurait pas de réponse à nos questions, et qu'on ne pourrait donc pas, de toute façon, pas le rencontrer, hein. Voilà, donc on a passé vraiment un très mauvais séjour, là, puisque, si je puis dire, tout le monde, pas tout le monde, mais même une partie des soutiens de sa famille se demandait si Mumia était encore en vie, puisque plus personne n'avait la moindre nouvelle officielle, je veux dire, le concernant. Donc finalement, on a quitté les États-Unis et on a su, en rentrant, en arrivant à Roissy, que finalement, il avait été à nouveau transféré dans un hôpital, mais qu'il avait fait l'aller-retour et qu'il faisait l'objet d'un traitement, là pour le diabète, puisqu'enfin, l'administration a communiqué là-dessus en indiquant qu'il faisait un diabète d'un niveau très élevé, ce qu'avait expliqué son premier transfert à l'hôpital, puisqu'il s'agissait d'un coma diabétique. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Depuis, Mumia est dans la situation suivante. Il a soi-disant un traitement, mais en gros un traitement pour les effets secondaires de la maladie, c'est-à-dire le diabète et les crises quasiment permanentes d'eczéma. Il y a des hauts et des bas, mais il est dans les conditions physiques. Dans toute cette période-là, il a perdu 40 kilos. On ne l'a pas su tout de suite. Elle a été identifiée 1 an après son retour, si je puis dire. Il est resté presque 1 an à l'infirmerie de la prison. Il n'était plus en cellule. Alors, comme il nous l'a décrit, d'ailleurs, il prend toujours beaucoup sur lui, avec humour et tout. Il disait, là, mais je me suis trouvé, c'était formidable, parce que alors, à l'hôpital, il dit, tout le personnel médical auquel j'ai eu affaire avait été extraordinaire avec moi, hein. À la prison, je suis dans des conditions, j'ai un appartement quasiment pour moi, hein. On fait y compris toutes sortes, non seulement d'examens réguliers, etc. Il avait l'impression d'être soigné dans la première période. Et finalement, on a fini par apprendre, parce que là aussi, il a fallu engager, parce que tant la défense de Mumia Abu Jamal que sa famille ne connaissaient toujours pas le diagnostic réel. Donc il y a eu une procédure judiciaire engagée par la défense de Mumia Abu Jamal, et dans le cadre de cette procédure judiciaire qui mettait de plus en plus de difficulté l'administration pénitentiaire refusant de communiquer, finalement l'administration pénitentiaire a fini 1 an pratiquement après les premiers symptômes, a fini par admettre qu'effectivement Mumia Abu Jamal était atteint depuis déjà de nombreuses années du diabète, et que toutes les autres maladies qui avaient été découvertes étaient des maladies périphériques, hein, qui dépendaient directement de son état. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, assez rapidement, finalement, la détention pénitentiaire, puisque l'abattage judiciaire, c'était que des déclarations d'administration, hein, ce qu'on vous dit, hein, c'était pas des communiqués médicaux. Donc la défense de Mumia a continué à effectivement mener l'abattage judiciaire et a obtenu qu'il y ait effectivement un diagnostic médical officiel par des médecins, et non pas des médecins de l'extérieur, puisque la prison n'a jamais accepté qu'il y ait des médecins indépendants qui puissent acter un diagnostic indépendant. Donc c'est quand même l'administration pénitentiaire, mais ce sont des médecins. Et là, l'administration a fini par communiquer aussi, quelques temps après les premières informations qu'ils ont données, pour dire qu'il était effectivement atteint de l'hépatite C. D'ailleurs, en généralisant tout de suite, en disant de toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque en Pennsylvanie, il y a au moins 6000 Mumia Abu Jamal, puisqu'il y a 6000 prisonniers qui sont atteints d'hépatite C. Hein, sur l'ensemble des États-Unis, vous imaginez le nombre qu'il peut y avoir dans les prisons. Hein. Et si on y ajoute
les pauvres, d'une manière générale aux États-Unis, les gens qui ont peu de moyens économiques, c'est pratiquement une très 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 grande proportion de la population qui, lorsqu'elle est atteinte de cette maladie, ne peut pas la soigner, puisque ça c'est des traitements qui coûtent effectivement une fortune. La défense de Mumia, depuis sa condamnation à mort, a coûté plus de 1 million de dollars. Hein. Sur 1 million de dollars, la France a apporté une contribution à peu près du tiers. Hein. Donc on a été très, très, très actifs sur cette question, parce que bon, c'est bien de se mobiliser, il faut continuer à faire un travail militant, mais il faut en même temps donner les moyens à cet homme. Effectivement, il fallait donner les moyens à cet homme de se défendre en justice. Et je rappelle ce que je disais au début de cette interview, que aux États-Unis, il n'y a pas de juge d'instruction. Donc ce sont les équipes de défense, les avocats, qui font des enquêtes d'ordre privé pour apporter des éléments de contradiction lors des procès et qui permettent de défendre leurs clients. C'est comme ça que ça se passe. Ils font le métier d'instruction tout en étant défenseurs. Donc ça coûte énormément d'argent. Et cet argent, pour l'essentiel, a été investi dans les frais de justice, parce que tout est payant aux États-Unis, hein, la moindre photocopie, etc., ça coûte une fortune. C'est même complètement une fortune. Pourquoi je donne l'exemple de la photocopie? C'est que si un jour vous allez soit auprès d'une administration pour obtenir une attestation, soit pour faire tout simplement une photocopie lorsque vous vous trouvez en justice, on est capable de vous demander 100 $ pour faire une photocopie, sans aucun justificatif. C'est absolument incroyable, 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 incroyable. Donc, cet argent a servi essentiellement à ça. Et il a été très utile, puisqu'au moins dans la première partie, il a permis de sortir Mumia du couloir de la mort. Hein. L'affaire judiciaire concernant la santé de Mumia n'est pas terminée, puisque sa défense n'a pas accepté que les choses puissent rester en l'état, puisqu'il y a eu le refus, y compris des tribunaux des États-Unis, de premier niveau en Pennsylvanie, mais même des tribunaux fédéraux, pour faire en sorte que Mumia ait accès, donne l'ordre, en fait, que la justice donne l'ordre, décide que l'administration pénitentiaire devait appliquer la loi. C'est-à-dire qu'elle devait soigner le citoyen américain Mumia Abu Jamal. C'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas le droit d'être soigné. On est un citoyen comme les autres. Et l'administration pénitentiaire fait de l'arrestation à deux niveaux. Le premier, évidemment, parce que la figure emblématique et le combattant qu'est Mumia Abu Jamal est toujours l'homme, puisqu'ils n'ont pas réussi, effectivement, ils n'ont pas réussi à faire en sorte qu'il soit exécuté. Il y a qu'il s'agisse de l'appareil judiciaire, qu'il s'agisse de l'administration pénitentiaire, qu'il s'agisse des politiques en général, des autorités en Pennsylvanie, des autorités politiques, tout le monde continue de s'accrocher à l'idée que Mumia ne sortira jamais de prison et qu'il doit mourir dans cette prison. Hein. Ils n'ont toujours pas digéré, évidemment, a fortiori, sa sortie du couloir de la mort. J'ajoute aussi la police, qui a joué un rôle énorme, notamment le syndicat des policiers, le FOP, l'ordre fraternel de la police, que c'est merveilleux. Mais c'est la traduction littérale, l'ordre fraternel de la police. Ce syndicat continue de jouer un rôle pilote sur l'affaire Mumia. Hein, a été l'accusateur d'origine, et tout au long du long processus judiciaire et de tout ce qu'a vécu Mumia depuis 35 ans, il y a toujours la police qui est derrière, toujours la police. Donc, on est dans une situation où il y a eu un jugement qui était, on pensait très sincèrement, tout le monde pensait qu'on allait vers le fait que Mumia allait obtenir une position raisonnable de la part des tribunaux, à savoir qu'il allait pouvoir enfin bénéficier du fameux médicament miracle qui permet aujourd'hui d'éradiquer cette maladie, l'hépatite C, à 95%, à condition que ce médicament, il n'arrive pas quand la personne est quasiment à l'orée de la mort. Hein. Donc, on se trouve dans la situation suivante, c'est que le juge fédéral, qui avait remarquablement conduit du point de vue du droit, Mumia lui-même a dit, c'est la première fois que j'ai un procès pareil, aussi correct. Hein. Mumia avait été interrogé, y compris par Skype, ce qui était un événement, depuis la prison pour pouvoir témoigner devant le tribunal qui avait à gérer cette affaire s'il aurait droit ou pas à ce médicament pour se soigner. Eh bien, le jugement a été le suivant, c'est que le juge reconnaît qu'il y a non-respect de la Constitution des États-Unis. Mumia Abu Jamal, citoyen américain, aurait dû être soigné. Donc, c'est carton rouge, si je puis dire, à l'administration pénitentiaire, et donc à l'État de Pennsylvanie. Mais il s'en sort en disant mais la défense de Mumia Abu Jamal a frappé à la mauvaise porte pour pouvoir obtenir une condamnation en droit américain. Ce qui est un subterfuge de dernière minute. En fait, il s'est débarrassé de l'affaire
en disant voilà, il faudra vraisemblablement que ça dépend de vous, mais que M. Mumia Abu Jamal réintroduise l'affaire en justice. Donc on perd encore du temps pendant ce temps-là, les semaines et les mois qui passent, la maladie continue de faire ses ravages. Donc il faut réintroduire parce que ce qu'il faut attaquer, c'est nommément le directeur de la prison, le médecin-chef de l'administration pénitentiaire. Ce sont des individus dans leurs responsabilités qui doivent effectivement être traduits en justice. Et non pas l'administration pénitentiaire en général et a fortiori l'État de Pennsylvanie. Donc il a trouvé ce subterfuge pour... Donc la défense de Mumia a réengagé évidemment un procès qui est en cours. Il n'y a pas eu d'audience pour l'instant. Mais on se demande si finalement, même si Mumia obtenait, dans un délai raisonnable, de pouvoir bénéficier de ce fameux médicament, si les médicaments pourront faire effet, puisqu'il s'est écoulé maintenant des années. C'est une situation qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, puisque d'autres prisonniers ont fait comme Mumia, qui ont l'hépatite C, qui ont eu les moyens de pouvoir se défendre, ont attaqué. Des États, celui de New York par exemple, dans le cadre de ce débat, qui se déplaçait de prison en prison, d'État en État, des prisonniers individuellement ou collectivement engagés des procédures. L'État de New York a décidé de payer et de sortir elle aussi de ce déni, a décidé effectivement de financer les médicaments en question pour les prisonniers. Donc il y a des choses qui commencent à se décoter. Et surtout ce médicament, le fameux médicament miracle, il est évidemment acheté sur la planète entière. Mais il y a très peu de pays qui peuvent se permettre de mettre à la disposition de leur population, surtout les pays sont déjà pas très nombreux, qui ont des régimes sociaux qui leur permettent de faire face à des dépenses pareilles. Je donne un chiffre. Par exemple, ce médicament qui est commercialisé en France, il coûte 40 000 euros entre 40 et 50 000 euros à la sécurité sociale pour un traitement de 3 mois, c'est-à-dire une pilule par jour. Vous divisez par... vous voyez ce que ça représente, le prix de la pilule. Aux États-Unis, c'est le double. C'est le double. Donc, personne ne peut se payer ce médicament aux États-Unis, puisqu'il y a pratiquement ou très peu de couverture sociale. Et surtout pas un médicament comme ça. Mais même en France, ça pose des problèmes. Parce que j'ai beaucoup travaillé, moi, personnellement, donc depuis, je me suis beaucoup investi sur cette maladie et sur ce qu'on pouvait faire de l'extérieur pour aider Mumia et les prisonniers américains, parce qu'on ne pensait pas que, finalement, la Terre entière se trouvait confrontée à la fois au miracle que représentait en quelque sorte ce médicament qui pouvait éradiquer la maladie, l'hépatite C, et en même temps, et pas penser une minute, qui pouvait être commercialisé à des tarifs pareils. Donc en France, par exemple, la sécurité sociale trie, et les médecins trient les gens qui ont accès à ce médicament, parce qu'elle ne peut pas le financer pour tout le monde. On a eu l'occasion, d'ailleurs, avec une délégation américaine récemment, d'aller beaucoup parler de cette question au Parlement européen, à l'initiative de Patrick Le Yarrick. On s'est rendu donc à Strasbourg au mois de septembre, où on a beaucoup pu débattre de la situation de Mumia en général, mais de cette affaire des médicaments qui a beaucoup passionné les députés européens, bien au-delà du groupe dont Patrick Le Yarrick est le vice-président. Alors, il y a un appel aux dons, là, actuellement, qui a cours, je crois, pour justement ces frais de procédure, etc. Il est toujours d'actualité ? Il est d'actualité permanente. Il nous faut en permanence envoyer de l'argent aux États-Unis pour que toutes les procédures judiciaires puissent aller à leur terme, pour que les avocats soient payés, enfin pour que Mumia ait la meilleure défense possible, en fait. C'est un combat permanent, là, celui de la question de l'argent, pour sauver définitivement Mumia. Et aujourd'hui, c'est ajouté évidemment la question de la santé. Alors aujourd'hui, progressivement, nos amis américains ont un fonds, si je puis dire, d'intervention d'urgence au cas où ils puissent bénéficier de médicaments, puisqu'il y a même eu la proposition des soutiens et de la défense de Mumia, puisque certains y ont eu accès aux États-Unis, et en Pennsylvanie en particulier, là où Mumia est en prison. Il y a eu des passe-droits, si je puis dire. Contrairement au discours général où, en gros, ça coûte trop cher, on ne peut pas payer, puisque c'est l'excuse à la date d'aujourd'hui. Non, il y a quelques prisonniers, ils sont très peu nombreux, mais qui ont bénéficié d'un traitement grâce à des aides extérieures. Donc grâce à des prisonniers qui avaient des soutiens, ou souvent de la famille, qui pouvaient leur donner les moyens de se soigner, quoi. Donc, nous, cette bataille, elle continue, parce que ce fonds, il faut qu'on l'alimente, parce que rien ne dit que le laboratoire, parce que même une fois que le feu vert sera donné, si Mumia n'a jamais été soigné, il se peut que finalement on nous dise, mais attendez, l'administration, elle ne peut quand même pas payer l'intégralité. Donc d'une manière ou d'une autre, la question de l'argent peut se reposer au niveau de la famille et les soutiens à Mumia aux États-Unis. Donc en tout cas, ce qu'on veut, c'est le jour J, être prêt au cas où.